Hello everybody and welcome to this midweek edition of Inside Africa. Let's begin the program in Ghana, where the provost of the College of Health Sciences, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Professor Thierry Genyenga, has called for fair distribution of medical resources to address critical health challenges in Ghana. He cited infrastructure, training equipment, human resource, and commitments by teachers to produce qualified medical practitioners as some challenges needing immediate attention. He was speaking at the opening of the third edition of Medical Knowledge Fiesta, a continuing medical education conference in Kumasi. The 5-day conference is being attended by over 300 doctors from Ghana and the diaspora. It is being organized by the Ghana College of Physicians and Surgeons in collaboration with the Komfo-Anokye Teaching Hospital and international health partners, with the theme Medical Knowledge Fiesta 2013, cutting-edge updates for medical practice in Ghana. Topics include general medicine and pediatrics. The provost of the School of Health Sciences, Professor Agbenyaga, was worried about the disparity in the distribution of medical officers in favor of people living in cities like Kumasi and Accra, and urged participants to come out with a plan for fair distribution of medical staff. Professor Agbenyaga described as disturbing the poor doctor-patient ratio in Ghana, particularly in the 3 regions of the north. We are in a position where we'll start pointing fingers and then talking to people who matter, who can make sure that we change our mindset and move towards the stage where we would have good quality care for everybody in the country. We should move them in the right direction, because I think we have the ability to do that. The president of the Ghana College of Physicians and Surgeons, Professor Dr. Reku Brobe, said to achieve good care, there must be simplification of relevant diagnostic and therapeutic techniques for treatment of diseases. Professor Dr. Reku Brobe indicated that the Medical Knowledge Fiesta, being organized in Kumasi for the first time after Accra, has come to stay. Today, residents must juggle clinical care, active caseload, and on-call hours, along with paperwork, professional development, and family commitments. All demands that require attention and impact on the ability to provide direct medical care. As practicing physicians and surgeons, we understand our residents face incredible demands on their time. The chief executive of the Komfo-Anokye Teaching Hospital, Professor Ohene J, said such conferences are beneficial since they serve as good platforms for health professionals to have hands-on experience and keep pace with developments in the profession. Dr. Kingsley Orakatete and Professor Jacob Plangerul are officials of the conference. The purpose of the meeting is just to share information. Those of us in the diaspora will come over here and probably exchange ideas with our colleagues in the country about how medicine is going. Physicians from North America, physicians from Ghana come together and make presentations at a scientific meeting where we update the knowledge of doctors, we improve the skills of doctors, so ultimately we can improve healthcare within Ghana. Let's take you to Cameroon, where Andrew Eyong Ejwa, a student at the Advanced School of Mass Communication, SMAC, in the University of Yaoundé, too, has recently defended a PhD under the Specialty Communications for Organization. Andrew Eyong presented a PhD thesis on a new African Partnership for Development, NEPAD. Marigoreti Wifengla has the details. The New African Partnership for Development, NEPAD, is an international organization founded in 2001. Adopted by the African Union, the student Andrew Eyong Ejwa presented the Cameroonian elite and media perspective of NEPAD. The candidate has worked on an area which is not commonly researched around. Apart from the issues of international communication, there is this perspective of African studies. He's been able to get a case of Cameroon to situate within communication in an institution like the African Union, considering NEPAD's program. So I think that this is a wonderful piece of research. Although the presentation was a success, the entire jury brought out a series of criticisms on Andrew's work, such as poor translation, spellings, form and references, which if corrected will make a point of reference for the school library.
On his part, Professor Ponje Kizetus, like other members of the jury, appreciated Andrew's courage and decision to go out of the usual choice of study practiced by most Cameroonians. The problems of communication and trends, or communication trends is what we are addressing here. We are trying to say there is an institution that is taking decisions for Africa that is supposed to defend Africa's interest in the global arena, of which Africans are not aware of, and some are seemingly frowning upon it. So, unfortunately, to summarize issues here is that this institution is prescribing solutions for Africans, and this must implicate Africans, because in the long run, the law is not retroactive. Decisions taken for Africa, if they affect Africa negatively, African societies, or precisely we Africans, will have ourselves to blame. We owe ourselves this duty to be concerned, to be part of NEPAD. And on the other side, the NEPAD perpetuators, those who orchestrated it, have as duty to carry on every plan of action necessary to make known this institution so that Africans now can compete in the global arena and not go with the begging bowl as it has always been. And of course, NEPAD has been growing and it's improving, except for the fact that the conflict paradigm we had is demonstrating how groups against castes, some people degrade NEPAD. In the presence of the tough jury, Andrew Ayo Edwa proved his worth and mastery of material. He justifies his determination and hard work as a means of sensitizing the Cameroonian society on the importance of NEPAD, which he says only 30% of the population knows of its existence. At the end of the presentation, Andrew Ayo Edwa received the honors of excellence from the president of the jury, Professor David Simo. Reports by international organizations show a substantial decline in child mortality since 1990. The global drop is particularly noticeable in sub-Saharan African countries. A report by the UN Interagency Group for Children Mortality Estimation and another by UNICEF titled Committing to Child Survival, A Promise Renewed, have released the latest progress of child mortality in the world. The reports show that over the past 22 years, the world saved around 90 million children's lives that may otherwise have been lost. In 1990, there were 12.6 million children who died before reaching the age of 5. This number has, however, declined. As of 2012, there were only 6.6 million such deaths. Of these 6.6 million global child deaths, countries from sub-Saharan Africa bear 50% of the deaths. A combination of reasons why other countries are going wrong. Some of them relate to big picture political factors. For example, the fragile states, those countries in conflict, some of the countries doing most poorly on the Millennium Development Goals. Countries like Somalia, for example, countries like Southern Sudan are really struggling to get over their conflicts and really show improvements in human development, such as child survival. And of course, some countries are just making bad policy choices. The reports show that some of the world's poorest countries in terms of national income have made the strongest gains in child survival. 7 high mortality countries, Bangladesh, Ethiopia, Liberia, Malawi, Nepal, Timor-Leste and Tanzania, have already reduced their under-5 mortality rates by 2/3 since the year 1990. In Ethiopia, for example, the under-5 mortality was one of the highest in the world in 1990, when there was 204 child deaths per every 1,000 live births. But as of the year 2012, the rate had dropped to 68 per every 1,000 live births. You know, there are many pilot projects, beautiful pilot projects, you know, everywhere in Africa, which are not scaled up. So in order to bring impact, you know, nationwide, it is really important to do things at scale. So that's what we have done in Ethiopia. The children that are still dying here in Ethiopia, and there are 219 children that die every day, 219 newborns, so die in the first month of life. We know that the most dangerous day in a child's life here in Ethiopia is the day that they're born. So it's how can we drive down the newborn mortality? And how can we reach the hardest to reach, those that are in the most remote communities, that are out the furthest from healthcare? Countries that still bear an alarming rate of child mortality rates include India, Nigeria, Democratic Republic of Congo, Pakistan and China. Globally, the leading cause of deaths among children under 5 is pneumonia, preterm complications, diarrhea and malaria.
Over in Uganda, the Joint Malaria Multi-Sectoral Task Force has been unveiled with the private sector being pressed to reinforce their investment and participation in fighting malaria. This disease is the single largest killer disease in the country. Finance Minister Maria Chiwanuka says that assured stability in the country's workforce productivity by keeping disease at bay, cumulative growth in different sectors will be attained. Everybody with an intervention to fund or to sponsor must contribute either all or some part of their resources, financial or human, in the fight against malaria. With that, I'd like to take this opportunity to launch the first multi-sectoral malaria task force that I hope all of you will help me to define. With Uganda being among the most malaria endemic regions in Africa, players promoting health sector investment think that a multi-pronged approach is needed going forward. Return on investment. If you have a healthy labor force, you're definitely going to have increased productivity. Beyond this call, and unlike other countries, Uganda is reputed to enjoy numerous privileges in the region, which experts think offers a huge potential for investments in the health sector. The truth is, we've got the weather, we have got the grain, and if Ugandans can afford to go abroad to be treated, anybody who invests in that sector here is going to benefit. A mosquito net is a stitch in time. If well treated, it can save a life. We bring you more health news from Uganda, and this time pregnant women in some parts of Oyam district have abandoned public health centers that are offering free medical services, opting for the private health centers that are charging fees. The medical situation in Oyam district is in itself worrying, since the privately owned health facilities are also in poor state. 31-year-old Katie Otia has just given birth to her fifth child, a bouncing baby girl, from Minakulu Health Center 3, a privately owned rural health center. She had to pay at least 1,500 for a booking, 20,000 shillings for the delivery, and she will continue paying shillings 500 per visit for postnatal services. Although she admits to being poor, Otia is one of the people who have abandoned the free services of public health centers. In some health centers where she has been, some of the midwives had been rude to her, but here they did. Katie Otia is not the only one seeking services from this privately funded health center. Others, such as 19-year-old Delish Amo, who is 3.5 months pregnant, and Caroline Nyaz, who has just given birth to her second-born child. De hauts fonctionnaires étaient présents, dont le négociateur pour le nucléaire de la République populaire démocratique de Corée, Kim Kye-gwan, et son homologue chinois, Wu Dawei. Kim a réaffirmé que la RBDC était résolue à relancer le processus de dialogue, à condition que les autres pays jouent leur rôle. De suite, plus de détails. Voici les délégués du séminaire à l'Institut chinois des études internationales à Beijing, en train de discuter des pourparlers à 6. Les fonctionnaires des pays concernés par le dialogue nucléaire ont exprimé leur point de vue. Depuis fin 2008, les pourparlers à 6 sont suspendus en raison de problèmes complexes. La mise en application de la déclaration commune du 19 septembre a aussi rencontré des obstacles. Maintenant, nous devons apprendre des leçons du passé et chercher à relancer les pourparlers. C'est la responsabilité de tous de réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La déclaration commune adoptée il y a 8 ans à Beijing est toujours considérée comme la plus importante produite par les pourparlers multilatéraux. Dans celle-ci, la RPDC s'est engagée à abandonner toutes ses armes et ses programmes nucléaires. Les États-Unis ont affirmé qu'ils n'envahiraient ni n'attaqueraient Pyongyang. Mercredi, durant les discussions à porte close, le négociateur sur le nucléaire de la RPDC, Kim Kye-gwan, a affirmé que la déclaration était toujours d'une grande importance et qu'elle avait contribué à la stabilité de la péninsule coréenne. Nous soutenons les pourparlers à 6. C'est l'objectif de notre gouvernement de dénucléariser. Mais Pyongyang ne devrait pas être la seule partie à travailler dans ce sens. Nous soutenons la reprise des discussions, mais cela doit être un dialogue inconditionnel. Kim a affirmé que le fond du problème était l'hostilité grandissante des États-Unis.
Il a par ailleurs critiqué le fait que les autres pays n'avaient pas complètement mis en application leurs engagements issus de la déclaration commune. Quelques 40 spécialistes et fonctionnaires ont assisté à la réunion. Le plus grand défi maintenant est de trouver un terrain d'entente. Les États-Unis et le Japon veulent que les pourparlers soient d'abord conditionnés aux promesses de la RPDC, et cela, c'est difficile. Toutes les parties concernées vont essayer et chercher de trouver des solutions pratiques. Le mécanisme des pourparlers à 6 est le seul moyen de réaliser la dénucléarisation. Dans le passé, quand les pourparlers allaient bien, la péninsule était aussi plus stable et vice-versa. L'armée philippine a déclaré avoir repris le contrôle de la majorité des villages capturés par les rebelles musulmans il y a une semaine. Plus de 150 otages ont soit été libérés, soit sauvés ou alors se sont échappés. Plus d'une vingtaine de rebelles se sont rendus mardi, soulevant les espoirs de voir ce conflit se terminer bientôt. Ce fut la plus longue semaine de leur vie. Leur fille de 18 ans, Rachel Mae Evangelio, était retenue captive par les rebelles musulmans qui s'étaient emparés de villages côtiers près de la ville de Zamboanga dans le sud des Philippines. Nous pensions qu'elle était morte. Nous avons beaucoup prié. Les prières de cette pauvre mère ont été entendues. Rachel Mae est en vie. Elle a été sauvée avec 63 autres otages par les troupes du gouvernement mardi matin et elle se trouve maintenant en sécurité dans le poste de police locale. Un jeune garçon de 2 ans a également été secouru et a retrouvé ses parents qui ont fait le trajet depuis les États-Unis. Cette femme espère elle aussi retrouver son enfant. Le nom de mon fils ne figure pas sur la liste. Ils essaient toujours de le retrouver. L'armée a annoncé avoir réussi à restreindre les mouvements des rebelles, mais certains sont inquiets que cette offensive ne blesse les otages qui restent. Lundi, un garçon de 2 ans a été tué dans les tirs croisés. Comment savoir où se trouvent exactement les rebelles, étant donné qu'il s'agit d'un quartier résidentiel? La principale préoccupation est la sécurité des civils, évidemment. Les militaires affirment qu'il s'agit également de leur priorité. Nous voulons sauver des vies. Nous n'allons pas lancer une offensive militaire à grande échelle. Ce que nous voulons faire en priorité, c'est de sauver plus d'otages, sauver plus de personnes retenues. Avec la reddition de davantage de rebelles du MNLF, il semble que la fin de cette prise d'otages soit proche. Revenons aux États-Unis, les autorités policières ont déclaré que le suspect Aaron Alexis agissait seul et en tant que personne responsable dans la fusillade qui a eu lieu dans un complexe de la marine qui a fait 13 morts à Washington. Nous nous sentons rassurés à présent que nous avons écarté la possibilité qu'il y ait eu des complices. Donc, nous nous sentons rassurés de détenir la seule et unique personne responsable de ces pertes de vie à l'intérieur de la base. Le FBI a identifié le suspect comme étant Aaron Alexis, âgé de 34 ans, qui travaillait comme contractuel dans la défense et possédait un badge d'entrée valide au sein de la base navale. Il avait été écarté de la liste des réservistes en 2011 suite à une série de mauvaises conduites. D'après les autorités, Alexis serait entré dans le bâtiment 197 de la base avec une arme à feu qu'il avait légalement acquise en Virginie et pourrait avoir eu accès à une arme de poing. Rien n'indique qu'il était en possession d'un fusil AR-15 semi-automatique. Il aurait eu des démêlés avec la police sur des incidents relatifs aux armes à 2 reprises par le passé et souffrirait d'un certain nombre de troubles psychologiques graves, notamment la paranoïa et le manque de sommeil. Les membres de sa famille ont confirmé les déclarations des enquêteurs, à savoir qu'Alexis était actuellement soigné pour désordres mentaux. Et un peu plus d'actualité culturelle avant de se terminer. Mo Yan, le lauréat du prix Nobel de littérature, s'est rendu dimanche au temple bouddhiste Fo Guangshan à Taïwan pour prendre la parole au Forum mondial des humanités à Tsingyun. Après avoir partagé son travail dans le monde entier pendant des décennies, Mo Yan arrive enfin à Taïwan pour rencontrer ses admirateurs. Devant un public de plus de 2000 personnes, Kwan Mo Ye, plus connu sous son nom de plume de Mo Yan, s'est adressé à des dignitaires taïwanais, au maître bouddhiste Xing et à ses admirateurs. Il a soutenu que le prix Nobel n'était pas son meilleur prix. Le prix Nobel est bien sûr un rêve qui devient réalité pour n'importe quel auteur, mais ce n'est pas nécessairement le rêve ultime. Le prix Nobel
peut être la récompense la plus prestigieuse qu'un écrivain peut gagner. Mais la meilleure récompense pour un écrivain est que son œuvre soit lue par plusieurs générations de lecteurs. Mo Yen est peut-être en train de voir son souhait se réaliser puisque se trouvent dans le public de nombreux jeunes lecteurs qui apprécient son œuvre. Ce qu'il a accompli peut nous sembler hors de portée, mais il est là devant nous, si proche aujourd'hui. Je me sens si inspirée que je veux donner le meilleur de moi-même. D'autres se sont sentis proches de l'écrivain chinois car ils ont en commun des valeurs et une culture. Mo Yen semble faire partie de la famille. Nous sommes de la même race et nous partageons les mêmes racines culturelles. Je ne nous vois pas comme différents. Les œuvres de Mo Yen parlent souvent de l'histoire chinoise comme la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Beaucoup de l'histoire chinoise se trouve dans des œuvres telles que le très populaire Le Sorgho rouge. Je pense que ce roman nous fait mieux comprendre la Chine. C'est ce qui s'est passé pendant ces années agitées après 1949, ou même avant. Lors de son discours, Mo Yen a également raconté au public comment son rêve de devenir écrivain était lié à la nourriture. Ayant grandi dans la pauvreté dans la province du Shandong et étant devenu paysan à l'âge de 11 ans, Mo Yen pouvait rarement manger ce qui était alors considéré comme une spécialité, les raviolis chinois. Quand j'avais 15 ou 16 ans, mon voisin m'a raconté que cet écrivain de Jinan, dans le Shandong, avait écrit un livre et gagné plusieurs centaines de milliers de dollars, et qu'il pouvait avoir des raviolis chinois à chaque repas tous les jours. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait manger des raviolis chinois chaque jour, il aurait une vie meilleure que celle d'un roi. Et on termine en France. Il y a plus de 200 000 Chinois qui habitent à Paris, sans compter les descendants asiatiques. Voyons comment ils s'apprêtent à célébrer la fête de la mi-automne. La fête de la Lune s'approche. Quand on parle de la fête de la Lune, la première priorité c'est... Non, c'est pas ça. La première priorité c'est que la famille se réunisse. La seconde priorité c'est ça. C'est le gâteau de la Lune. Le gâteau de lune est rond et signifie que la famille se réunit. Depuis la mi-août, tous les supermarchés asiatiques ont préparé quantité de gâteaux de lune divers et séduisants. Dans le supermarché des Tang Frères, on a organisé une boutique spéciale pour les gâteaux de lune où l'on peut trouver non seulement le gâteau traditionnel mais aussi des parfums bien extraordinaires comme celui du durian de Thaïlande. En plus des gâteaux de lune, un bon repas pour toute la famille est aussi une tradition pour les Chinois mais aussi pour les Asiatiques. Lors de la fête de la Lune, on va préparer un petit repas traditionnel avec ma femme de 6 plats différents. Plus après en dessert les petits cadeaux, les gâteaux de la Lune, spécial pour la fête. On a préparé une petite fête. On va jouir d'un bon repas ensemble. Mon enfant a 1 an et demi, mais il n'a jamais célébré cette fête et admiré l'atmosphère de cette fête. On va préparer des cadeaux pour les enfants. Par exemple, une petite lanterne pour leur plaire. Nous voulons qu'ils se familiarisent avec la culture, l'éducation et la tradition chinoise. N'oublions pas nos racines. En plus de la célébration familiale, il y a aussi des événements publics pour la fête de la Lune. Du 14 au 21 septembre, le 13e arrondissement organise beaucoup d'activités comme le défilé des lanternes, la démonstration des arts martiaux et la danse des lions. Cette année, on a décidé de célébrer la fête de la Lune autour de la musique. C'est pour ça le festival de musique asiatique a été créé. Donc cette année, on va accueillir 5 grands concerts et spectacles qui viennent de plein de pays asiatiques, par exemple le Vietnam, le Cambodge, le Japon, la Corée et bien sûr la Chine. Madame Lai nous indique que c'est la 2e année que la mairie du 13e célèbre la fête de la Lune et elle espère que cet événement deviendra de plus en plus grand chaque année comme le nouvel an chinois pour les Parisiens. Le 19 septembre, le jour même de la fête de la Lune, il y aura une cérémonie d'inauguration à partir de 17h. Si vous êtes à Paris, si vous voulez participer aux activités de la fête de la Lune, vous pouvez aller directement dans le 13e arrondissement. Il y a un grand programme pour la fête de la Lune. Pour les informations, vous pouvez consulter directement à mairie13.paris.fr.
Tianhua, CCTV à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.